Dit. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Laura Verriquet, employée de l'Observatoire des multinationales et porte-parole de l'Observatoire du lobbying au niveau européen. Madame Verriquet, nous vous remercions de vous être rendue disponible pour permettre à notre commission d'enquête de poursuivre ces travaux qui s'organisent autour d'un double objet. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber en France, l'ubérisation, et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Au cours de nos travaux, nous avons évoqué à maintes reprises la notion de conflit d'intérêts entre les secteurs publics et privés, le rôle des registres de déclaration des représentants d'intérêts et les contrôles réalisés en France par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP. Votre audition intervient donc pour recueillir votre point de vue de chercheuse, d'experte au sein de plusieurs associations internationales dénonçant l'accès privilégié de grandes entreprises au pouvoir public, ainsi que l'influence sur l'élaboration de politiques publiques nationales ou européennes. Nous souhaiterions connaître donc votre perception sur les révélations des Uber Files. Vous savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international de journalistes d'investigation ont publié une série d'articles s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017. Et cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, qui venaient concurrencer le secteur traditionnel de transport public particulier de personnes qui était réservé principalement jusqu'alors aux taxis. Au-delà des Uber Files, notre commission d'enquête s'interroge sur le dispositif actuel d'encadrement des activités de lobbying des entreprises auprès des décideurs publics. Nous souhaiterions connaître les meilleures pratiques au niveau européen, entendre vos éventuelles recommandations et vraiment avoir votre analyse, puisque vous avez cette approche multi-pays, votre analyse de l'encadrement en France comparé à ce que font nos voisins. On a parlé du Parlement européen, des différents pays européens. On pourrait aussi parler des États-Unis, bien sûr, en la matière. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières interrogations, avant d'entamer les échanges sous la forme de questions et réponses avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous laisse la parole pour votre propos liminaire et puis après on pourra échanger avec nos collègues. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc peut-être un peu clarifier le rôle et le domaine d'expertise sur lequel je ne pourrais pas commenter. Je m'appelle Laura Verriquet et j'habite à Bruxelles. Cela fait 9 ans que j'observe le lobbying et la transparence au sein des institutions européennes. J'ai travaillé pour l'Observatoire européen des lobbies. CEO, c'est eux qui ont reçu l'invitation et qui m'ont demandé de venir pour porter leur parole. Je travaille également à mi-temps pour l'Observatoire des multinationales aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé à travailler pour l'Observatoire des multinationales, donc c'est une ONG de 3 personnes qui fait principalement des enquêtes, j'ai fait un travail qu'on pourrait dire plus ou moins journalistique et j'ai observé la préparation de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et donc, mon travail est principalement celui d'enquête. Donc, je vais demander des documents officiels aux institutions. Je vais aussi voir un peu quelles sont les activités de lobbying des entreprises concernées. Et j'ai écrit avec Olivier Petitjean un rapport sur la présidence française. Et lorsque j'ai observé cette préparation, j'ai vu ce que d'autres personnes auditionnées vous ont déjà dit, le fait que la France, par rapport à la directive des travailleurs des plateformes, était assez proche de la position d'Uber et d'autres lobbies des plateformes. Et donc, j'avais un certain intérêt pour cette directive et j'ai continué ce travail de recherche en demandant de nouveaux documents à la Commission européenne. J'en ai également obtenu d'autres et on a écrit un rapport conjoint Observatoire des multinationales, Corporate Europe Observatory, sur ce lobbying à Bruxelles. Voilà, donc je connais bien ce qui se passe au niveau des institutions européennes, assez bien ce qui se passe en France. Il y aura peut-être des moments où je ne pourrais pas forcément me prononcer sur ce qui se passe en France, mais j'ai une idée aussi de ce qui se passe dans les autres pays européens. Et comme vous le disiez, je pense que c'est pour moi la beauté de l'Union européenne, c'est qu'on est plusieurs pays avec plusieurs pratiques et qu'on peut s'inspirer les uns des autres des pratiques des autres. Voilà, pour vous donner un peu qui je suis. Je vais peut-être enchaîner justement sur cette idée de
Qu'est-ce qu'on fait au niveau européen qui est assez remarquable en termes de transparence et ce qui ne l'est moins. Donc déjà, la publication, comme vous avez déjà entendu, la publication des rendez-vous des députés européens, lorsque ceux-ci sont rapporteurs ou présidents de commission. Je pense que c'est très important d'avoir ces agendas en ligne pour savoir un peu quelles personnes ont été rencontrées par les députés. L'inscription au registre, elle n'est pas obligatoire au niveau européen. Elle l'est lorsque vous rencontrez un ou une commissaire et des membres de son cabinet, mais elle ne l'est pas pour les niveaux plus bas ou pour les autres institutions. Alors ça, c'est une bataille qui a déjà été menée, y compris par un commissaire il y a une dizaine d'années, de rendre ce registre obligatoire. Alors ça n'a rien de radical, c'est aussi ce qui se passe à Washington. Ce que ça signifie, c'est que toute personne qui approcherait un décideur politique, qui soit une représentation permanente, donc par représentation permanente, ce sont les représentations des différents pays de l'Union européenne à Bruxelles. Donc ce sont les fonctionnaires nationaux qui viennent travailler au Conseil. Et donc les demandes qui ont souvent été faites en termes d'amélioration de transparence, c'est de rendre ce registre obligatoire et aussi pour toutes les institutions et à tous les niveaux. Ce qui n'est pas le cas. Ensuite, il y a des pratiques qui se font au niveau des institutions européennes qui sont assez intéressantes et qui là sont un peu, on va dire, plus transparentes que la France. Je pense notamment à l'accès aux documents officiels pour la Commission. Une grande partie du rapport que j'ai fait, elle s'est faite parce que je demande des documents officiels. Je demande à la Commission quel lobby des plateformes vous avez rencontré durant cette période. Quelles personnes avez-vous rencontrées? Quels étaient les enjeux? Quel est le résumé? Et souvent, pas tout le temps, souvent, j'obtiens ces documents. Normalement en 15 jours, ce qui n'est pas toujours le cas, mais cela me permet, j'estime, de faire ce travail d'enquête basé sur des faits réels et d'éviter aussi peut-être certaines idées reçues que les lebris auraient énormément de pouvoir à Bruxelles. Voir aussi ces rendez-vous, pouvoir accéder à ces réunions, ça me permet d'avoir un avis plus nuancé sur ce qui peut se passer. Et je pense que c'est vraiment nécessaire, pas uniquement en termes de transparence, mais aussi juste en termes de démocratie. Ces documents-là, je peux uniquement les obtenir légalement, c'est la directive de la transparence, au niveau de la Commission. Je le demande parfois au niveau du Conseil, et de plus en plus j'y ai accès. Et donc là, c'est intéressant pour mon travail, mais si je peux me permettre, je pense que c'est quelque chose qui est aussi intéressant pour votre travail en tant que député, puisque lorsque vous avez le gouvernement français qui parle au nom de la France au Conseil, vous n'avez pas toujours la possibilité en tant que député français de savoir ce qui est dit, le type de compromis qui est fait. Et là, je viens vers un autre pays, qui est l'Allemagne. L'Allemagne est le seul pays de l'Union européenne où les députés allemands au Bundestag ont accès, par voie confidentielle, sur une base de données confidentielle, au résumé de ce qui se passe au Conseil. Et donc, si vous êtes député au Bundestag, vous pouvez savoir quelle est la position de votre gouvernement dans les négociations du Conseil. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Je comprends très bien le côté confidentiel. Je peux comprendre que, en tant que journaliste ou citoyen, je n'ai pas accès à ces informations parce qu'elles font partie d'un jeu politique, d'un compromis. Par contre, j'estime que les parlements nationaux doivent pouvoir faire en sorte que leur gouvernement rende des comptes lorsqu'ils s'expriment au nom d'un pays au Conseil. Voilà, une autre bonne pratique, c'est celle des représentations permanentes. Et donc, vous savez que la présidence est tournante tous les 6 mois. Pendant la présidence française, nous pouvions savoir quels étaient les rendez-vous de l'ambassadeur de France auprès de l'Union européenne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est vraiment dommage de voir que la France avait fait des efforts en termes de transparence qui se sont ensuite arrêtés à la fin de la présidence. Aujourd'hui, on est sous présidence suédoise et la Suède publie et répond aux demandes par rapport à ces rendez-vous avec les lobbies externes. Et j'aimerais bien pointer ce sujet parce que la Suède répond parfois en 3 heures à des demandes officielles de documents. Donc j'envoie un email en demandant typiquement, par exemple, il y a une directive sur les procédures Bayon qui est actuellement en cours d'élaboration. Je demande à la permanence, à la représentation permanente de la Suède, quels ont été les rendez-vous que vous avez eus sur cette directive, et j'ai obtenu le jour même la liste des rendez-vous avec le compte-rendu de ces rendez-vous. Je vous avoue que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, donc je les ai appelés, parce que j'étais extrêmement ravie, et les arguments de la représentation permanente étaient, certes, c'est un gouvernement qui est de droite, extrême droite, qui a certaines positions sur la transparence, mais pour elle, la transparence, ça permettait aussi
d'ouvrir un débat et de rendre l'Union européenne plus démocratique et du coup de la rendre plus acceptable et surtout d'éviter tous ces idées fausses ou c'est peut-être parfois ces théories du complot qui peuvent se faire de tout ce qui se passe à Bruxelles. Et pour revenir aussi sur le point de l'Europe, je pense que c'est très important d'être capable de savoir ce qui se passe à Bruxelles parce qu'on entend souvent nos dirigeants politiques nous dire « Ah, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est Bruxelles. » Bruxelles. L'Union européenne, c'est également nos gouvernements. Et je pense qu'on doit être capable de savoir ce que nos gouvernements négocient au niveau européen pour aussi rendre l'Union européenne plus démocratique et pour qu'on arrête de toujours aussi, souvent en tout cas, pas toujours, souvent, mettre la faute sur l'Europe. Donc voilà, je cherche aussi à vous montrer que, au-delà des questions de lobbying et de transparence, je pense que ça pourrait aussi rendre l'Union européenne beaucoup plus démocratique et éviter aussi certaines façons de la discréditer ou parfois aussi de même de lui donner des intentions qu'elle n'ont pas. Pour revenir un peu, c'est très intéressant ce que vous venez de dire sur le fonctionnement et les règles de transparence au niveau de Bruxelles. Si on compare les règles en France comparées à Bruxelles, bon, vous venez de le faire un petit peu en creux, je pense, et à nos voisins européens. On a auditionné la semaine dernière le président de la HATVP, avec qui on a parlé de certains de ces sujets, de la traçabilité des amendements, à la transparence des agendas, à la question des registres et leurs limites aussi. Comment vous situez la France par rapport à ses partenaires et puis sur quel point précis? Alors, vous venez d'en parler, hein, et effectivement, les anglo-saxons, ce qu'on appelle le Freedom of Information Act, je crois, donc le fait de pouvoir demander un certain nombre de documents, donc ça c'est une dimension. D'ailleurs, est-ce que selon vous, la France est toujours en retard là-dessus et il y aurait du progrès? Et comment vous trouvez qu'on se compare par rapport à nos voisins et quelles sont les pistes d'amélioration? Clairement, le registre en France, c'est presque un modèle au niveau européen, puisqu'il y a un rapporteur au niveau du Parlement européen qui a demandé qui s'est inspiré de la haute autorité de la ville pour la transparence publique pour demander justement une amélioration du registre. Donc le registre, en termes de registre en France, je pense que c'est assez avancé. L'avantage en plus en France, ce qu'on n'a pas au niveau européen, c'est qu'il peut y avoir des sanctions pour des entités qui mettraient des fausses informations ou des données qui seraient fausses. Ça, c'est vraiment un manquement au niveau européen, c'est que toute inscription au registre qui serait fausse, on n'a pas de possibilité de sanction. On a une possibilité d'aller devant la médiatrice de l'Union européenne qui peut utiliser l'opinion publique pour faire pression, mais qui n'a pas de possibilité de sanction. Alors, ce sont aussi pour des questions légales et pas uniquement politiques. Il faut savoir qu'on n'a pas un droit européen pénal ou administratif qui nous permettrait de pouvoir sanctionner. Mais bon, là, c'est sûr que pour l'inscription au registre, je pense que la France peut être un modèle dans ce sens-là, et les États-Unis en sont un. Les États-Unis en sont un parce qu'il est obligatoire, parce qu'il est sanctionnable, mais aussi parce qu'il va un peu plus loin sur les gouvernements étrangers. Et vu ce qui vient de se passer, le scandale, alors je suis bien consciente qu'on parle de corruption, avec le Qatargate, aux États-Unis, si vous êtes un gouvernement étranger et que vous embauchez une agence de lobbying, de relations publiques ou un cabinet d'avocats, vous devez publier ce contrat. Et donc, si vous êtes, ce qui est le cas par exemple, le gouvernement des îles Caïmans et que vous êtes client d'un cabinet comme Hill & Knowlton à Bruxelles, si j'étais à Washington, je serais capable de voir quels sont les services que rend ce cabinet au ministre des Finances des îles Caïmans. Mais ce n'est pas le cas à Bruxelles. Donc, pardon, si j'étais à Washington, je verrais ce contrat. À Bruxelles, je ne le vois pas. Et je pense que dans la foulée du scandale, ce qui s'est passé au Parlement européen, ça serait important aussi, et aussi en France, de réfléchir à mettre peut-être un peu plus de limites et plus de transparence par rapport au gouvernement étranger et pas juste les entreprises. Alors clairement, la France a beaucoup à apprendre par rapport à l'accès aux documents officiels. Ça, autant au niveau national, donc sur la politique française, par rapport à la CADA, mais également aussi au niveau de la représentation permanente. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que d'autres pays font, comme la Suède, et c'est quelque chose que la France a fait, mais qu'elle a arrêté de faire. Donc je pense que là, ça serait vraiment quelque chose d'important. Je pense que le conseil est également rendre le conseil encore plus important, plus transparent. Alors je comprends tout à fait, et on l'entend souvent, que les négociations au conseil, elles se font par des diplomates qui ont besoin parfois de faire des compromis. Mais à nouveau, c'est ce que je vous ai dit, les députés allemands ont accès à ces discussions-là de façon confidentielle. Donc c'est quelque chose que la France pourrait certainement demander. Et c'est quelque chose que d'autres parlements demandent régulièrement. Le Parlement néerlandais
demande régulièrement d'avoir accès aux discussions du Conseil pour connaître la position de son gouvernement et avoir un certain contrôle du Parlement sur les activités du gouvernement. Ce que vous faites finalement, si je peux me permettre, au niveau national, et ce qui serait intéressant de faire au niveau européen. Voilà, après pour la publication, j'en avais parlé. Oui, après, quelque chose que je connais moins en France, mais qui demanderait quand même un peu plus de réglementation, en tout cas au niveau européen, c'est le phénomène des portes tournantes. Je pense qu'on l'a vu avec l'affaire Neelie Kroes dans les Uber Files, mais on le voit encore aujourd'hui, où on a, par exemple, des anciens commissaires qui vont aller travailler juste à la fin de leur mandat pour des entreprises. Et comme on l'a vu pour le cas de Neelie Kroes était déjà en train de parler à Uber à travers l'agence FIPRA avant la fin de son mandat pour son nouvel emploi pour Uber. Et donc, pouvoir en fait mettre une période de 6 mois ou 1 an dans lesquels un ancien fonctionnaire ne puisse pas aller dans le privé, ou en tout cas dans un lobby qui pourrait représenter des intérêts sur les dossiers sur lesquels il ou elle avait déjà travaillé. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important, justement pour ça, pour éviter ces conflits d'intérêts potentiels pendant un mandat. Oui, c'est le cas en France, mais en effet, c'est pas le cas au niveau européen. Et je crois pas qu'il y ait d'harmonisation non plus au niveau des pays européens. Et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant d'avoir réfléchir aussi. On a une commission d'enquête sur les ingérences étrangères en même temps, sur peut-être même des limites plus longues et plus restrictives sur le fait pour des dirigeants européens d'aller travailler pour des organisations liées à des États autoritaires. On a vu l'exemple de Schröder, évidemment, avec Gazprom. Et vous faisiez référence aux États-Unis. En fait, je crois que ça va même plus loin que ce que vous décriviez à l'instant sur FARA. C'est effectivement des agences de lobbying qui travailleraient, ou de communication, pour des gouvernements et même des entités étrangères, donc même des entreprises étrangères doivent s'enregistrer effectivement comme foreign agent. Et en fait, techniquement, il n'y a même pas besoin d'un lien financier. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé d'être rémunéré pour ça. Si vous êtes l'agent, si vous agissez sous l'autorité d'un organisme, d'une personnalité ou d'un État étranger, vous devriez vous enregistrer comme FARA auprès des autorités américaines. C'est très, très extensif, effectivement intéressant. Madame la rapporteure. Vous appuyez, voilà. Merci. Moi, j'aimerais avoir du coup votre regard sur le scandale des Uber Files, que j'imagine vous avez pu suivre. Quel a été votre réaction et quel regard vous portez sur les révélations des Uber Files en France et en Europe, et ce que vous pouvez penser de la stratégie de lobbying d'Uber et des révélations qui ont été faites notamment par les données de Mark McGann sur les 17 échanges significatifs qu'il y a pu avoir, notamment entre le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, et les membres de son cabinet, et des hauts dirigeants d'Uber, sans un seul apparaisse à l'agenda du ministre de l'époque. À nouveau, je suis bien plus la politique européenne que la politique française. J'ai été surprise et à moitié surprise. Je pense j'ai aussi écouté l'audition de Mark McGann. Clairement, c'est ce qu'il dit. Il y avait un mélange des genres, et je pense que c'est finalement ça ce qui pose le plus question, et un manque de transparence. Je crois qu'aussi, il y avait tout un champ auquel j'étais pas conscient, qui était l'actionnariat. Et lorsqu'il y a parlé aussi de Google qui va l'introduire à Monsieur Macron, ou bien Monsieur Xavier Niel qui va faire des dîners importants, ou Monsieur Bernard Attali, le banquier d'affaires, qui va lui permettre de solliciter Thierry Breton, je me disais qu'il y avait peut-être aussi un champ à agrandir. C'est-à-dire que les noms d'APCO, Publicis, Prêt d'Impart, ou FIPRA, ou Taïma Saman, c'était pas nouveau pour moi. Madame Saman a été très impliquée pour d'autres lobbies sur la préparation de la présidence du Conseil. Mais par contre, j'avais beaucoup moins conscience du rôle que pouvaient avoir les actionnaires pour faciliter les rendez-vous. Et je me suis dit qu'il y avait quand même vraiment quelque chose à faire, parce que malgré le fait que
j'utilise le plus possible tous les instruments qui sont en ma disponibilité pour avoir des informations. Ce genre de pratique, elle était encore complètement méconnue. Et je pense qu'elle est importante puisque voilà, c'est l'introduction qui a été faite à Monsieur Macron, elle est passée par Google. Ensuite, voilà, je pense que ça a été dit, il y a un grand mélange des genres. Et oui, je vais m'arrêter là. Oui, merci. Ce mélange des genres que vous citez en rappelant le rôle des dirigeants de Google pour faire la première rencontre entre le ministre de l'époque et Travis Kalanick, le dirigeant d'Uber, et puis le rôle aussi de Xavier Niel, et je crois qu'avait été cité aussi Bernard Arnault de LVMH, il me semble, avait été cité, le rôle d'Attali pour la mise en relation avec d'autres dirigeants politiques comme Breton. Bon, cette logique oligarchique, est-ce que vous croyez qu'on peut la stopper uniquement par le cadre de la loi Sapin 2 aujourd'hui, où finalement le fait pour les lobbies de s'enregistrer dans un registre reste sur la base du volontariat et ne permet pas par ailleurs ni aux parlementaires ni aux citoyens d'avoir accès de manière publique facilement des informations plus précises. Tel lobby rencontre tel ministre à tel moment sur tel sujet. On a simplement une déclaration que des rencontres peuvent avoir lieu, mais enfin, la précision des informations n'est pas du tout celle que vous nous rapportez sur le fonctionnement, par exemple, concernant la Suède, comme vous l'avez cité auparavant. Enfin, on n'est pas dans ce même cadre-là. Donc, quelle préconisation vous pourriez de votre point de vue faire? Et puis, peut-être parliez-vous trop vite, mais j'ai entendu une phrase très vite sur le fait que Madame Saman était impliquée sur la préparation de la présidence du Conseil. Ça m'intéresserait d'entendre plus de votre part. Pardon, je suis un peu intimidée. Je parle trop vite. Alors, je pense qu'avoir des infos plus précises pour les citoyens et les parlementaires, c'est très important sur les rendez-vous des décideurs. Mais en effet, je pense que l'étape suivante, et qui est déjà une étape qui est faite, en tout cas au niveau de la commission, c'est de pouvoir avoir accès au compte-rendu. Et c'est le cas à la commission. C'est-à-dire que lorsque je demande un compte-rendu de rendez-vous entre, par exemple, Monsieur Breton et un lobby extérieur, j'obtiens plusieurs documents. Je sais ce que j'ai fait aussi par rapport à Uber au niveau européen. Lorsque des représentants d'Uber rencontraient le commissaire à l'emploi, je pouvais obtenir non seulement les comptes rendus de la réunion, mais j'avais aussi tout le briefing du commissaire. Donc je connaissais aussi toute la base sur laquelle le commissaire allait baser son entretien. Et je pense que c'est très intéressant, très important, et ça permet aussi de connaître un peu voilà, les techniques de lobbying, les rapports de force, mais je pense aussi que ça nuance pas mal les choses aussi. C'est-à-dire que oui, Uber a cherché à faire de l'influence au niveau du commissaire, mais lorsque je vois comment il a été briefé, j'ai aussi une idée de ce qui se passe politiquement au sein de la commission, et je pense que c'est très important. Ça me permet aussi d'avoir une idée de la position de la commission, étant donné que la commission a un pouvoir législatif, ils vont écrire les brouillons des lois, on va dire. Pour moi, je pense que c'est important de connaître leur position politique. Et c'est pour ça que je peux faire un parallèle avec les membres du gouvernement en France, où obtenir un compte-rendu et obtenir le plus d'informations possible, c'est connaître aussi la position politique du gouvernement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut dévoiler au public et aux parlementaires. Et donc, ce ne serait pas uniquement une liste de rendez-vous. En effet, on aurait besoin d'avoir bien plus les comptes rendus et tous les documents annexes. Alors, la dernière fois que j'ai demandé à la Suède un compte rendu, j'ai eu le compte rendu d'une réunion entre la FEP et l'ambassadeur de la Suède auprès de l'Union européenne. Là, j'ai obtenu la même chose, le compte-rendu, mais j'ai aussi obtenu la position de la FEP sur la présidence suédoise. Donc, j'avais une idée de quelles étaient les priorités des industriels français, et je pouvais aussi, d'une certaine façon, comparer et savoir l'influence qu'a pu avoir ce rendez-vous ou pas sur ensuite l'agenda et le programme. Et je pense que c'est ça aussi très intéressant, c'est en ayant juste une idée des rendez-vous, on peut s'imaginer, ils sont très présents, ils sont très influents. Lorsqu'on a une idée des comptes rendus, là, on peut vraiment comparer et faire un vrai travail, justement, d'analyse de est-ce que cette réunion de la FEP a eu une influence ou pas sur la présidence. Et je pense que c'est vraiment primordial aussi, à nouveau, pour mettre un peu plus de nuances dans le discours public sur ce qui s'est vraiment passé, et puis pour vous pouvoir vraiment
que le gouvernement sache que vous savez quel est son positionnement politique lorsqu'il rencontre un intervenant ou une intervenante extérieure. Et par rapport à Madame Saman, je pourrais vous l'envoyer parce que je ne l'aurai pas en tête, mais il y a eu des rendez-vous avec des industriels et le cabinet Saman pour préparer la présidence française, avec aussi des personnes qui travaillaient pour la commission, et avoir une idée des sujets qui allaient être mis en avant pendant la présidence. Je n'ai pas toutes les données en tête, je vous l'enverrai. Avec plaisir pour avoir accès à ces éléments. En France, au contraire, concernant par exemple tous les débats sur la directive européenne présomption de salariat, j'ai été amenée à poser une question d'actualité au gouvernement, au ministre du Travail, Monsieur Dussopt, pour notamment avoir connaissance de la position de la France défendue concernant cette directive dans le cadre du Conseil de l'Europe, et je n'ai pas eu de réponse. Et c'est par le biais de cette commission d'enquête parlementaire, en auditionnant le SGAE, que nous avons pu avoir accès aux documents et donc avoir accès au contenu de la position de la France. Et je vous rejoins sur le fait qu'il y a un véritable enjeu démocratique à connaître ce qui est défendu pour pouvoir tout simplement en débattre. Avoir accès au compte rendu, par ailleurs, permettrait de savoir de quel avis les décideurs publics disposent. Savoir, par exemple, quelles sont les rencontres avec les plateformes avant l'aboutissement de la rédaction d'un décret sur les dark stores permet de savoir plusieurs choses. Quelle est la position des lobbies sur les dark stores, par exemple, et la réglementation demandée avant l'écriture du décret, mais aussi qui les ministres ont-ils écouté, ont-ils entendu, ou plutôt ont-ils entendu et donc de pouvoir souhaiter que d'autres acteurs du sujet puissent être auditionnés. Et je pense que ça ne peut que renforcer le débat démocratique. Est-ce que vous connaissez d'autres pays où il y a justement ces avancées-là et qui pourraient du coup inspirer notre commission d'enquête dans l'élaboration de ces recommandations ? Alors, je n'ai aucun intérêt avec la Suède, mais en Suède, vous pouvez demander un document officiel. Donc, vous pouvez demander un compte-rendu de réunion entre un décideur politique et un lobby. Le gouvernement a 15 jours pour vous répondre, et s'il ne le fait pas, vous pouvez aller en justice au bout de 15 jours auprès d'un tribunal administratif. Et j'ai déjà rencontré une de ces juges qui fait appliquer cette loi. Donc, l'accès aux documents est possible, et je vais réitérer aussi la position du Parlement allemand. J'insiste parce que souvent on entend que ce que la France fait au Conseil, elle le fait en faisant beaucoup de compromis. Elle va peut-être décider de voter finalement différemment sur une directive pour avoir le soutien d'autres pays sur une autre directive, par exemple. Et donc on entend souvent cet argument de oui, mais on fait des compromis, on ne peut pas vous le dévoiler. Alors dévoilez-le aux parlementaires de façon confidentielle. Mais je pense sincèrement que c'est techniquement et très facilement faisable. Et je pense que, comme vous l'avez dit, politiquement, démocratiquement, c'est nécessaire. Et donc, oui, donc voilà, obtenir, comme vous le disiez aussi, obtenir des comptes rendus des rendez-vous du gouvernement, voilà, c'est quelque chose qui est fait en Suède, c'est le pays que je connais. Le mieux, en tout cas, c'est le pays qui fait ça très bien. Et si je voulais aussi juste peut-être faire en profiter pour dire juste un point que je pense qui est important, c'est que vous avez parlé de la façon dont vous n'avez pas accès à la position du gouvernement, en tout cas les comptes rendus de leur rendez-vous extérieur. Je pense aussi que, comme vous dites, c'est une façon d'améliorer la démocratie. Et au niveau européen, je pense que c'est nécessaire d'améliorer cette démocratie parce que ça aussi repolitise des sujets qui sont parfois très techniques. Et la technicité du débat européen l'éloigne des citoyens européens. Et pour moi, c'est cet éloignement qui est le plus dangereux. Et donc, insister aussi au niveau européen pour que le Conseil la position de la France au Conseil soit rendue publique pour vous, ça va vous aussi amener de plus en plus de députés à s'interroger, à regarder, à travailler sur le niveau européen. Et je pense que c'est extrêmement nécessaire de repolitiser, de s'accaparer ces questions européennes, parce que c'est cette distance et cette technicité qui éloigne encore plus l'Europe et qui crée, à mon goût, un rejet de plus en plus grand.
Le jour où nous avons auditionné le SGAE, nous avons aussi auditionné Leila Chaibi, qui est une députée européenne, qui a joué un rôle important dans la directive européenne présomption de salariat. Et j'étais frappée par son témoignage où elle disait que, bon, quand elle est arrivée au Parlement européen, elle a très vite compris que les lobbies étaient un peu chez eux comme à la maison et que finalement les décideurs européens avaient accès à qu'un seul son de cloche. Et donc, elle a considéré que sa tâche politique était aussi importante d'aider les travailleurs des plateformes à constituer leur propre lobby populaire pour contrebalancer et pouvoir faire entendre leur voix auprès des commissaires, auprès des parlementaires, pour justement permettre de déplacer, enfin, d'avoir les deux points de vue antagonistes d'intérêt entre les travailleurs des plateformes et les dirigeants des plateformes, et qu'elle estimait que ça avait joué un rôle extrêmement important dans l'évolution du positionnement politique et l'atterrissage final sur la directive. Est-ce que vous voyez au niveau européen une modification ainsi des pratiques afin que face au lobby d'intérêt privé de grandes entreprises, avec tout le caractère assez oligarchique qu'il peut y avoir, d'un entre-soi aussi qui s'organise, est-ce que vous sentez une évolution dans le fait de faire venir, est-ce qu'il y a d'autres parlementaires qui ont cette pratique-là dans d'autres secteurs, ou bien est-ce que vous avez suivi par ailleurs le lobby de Uber et des plateformes de l'ubérisation à l'échelle de l'Union européenne autour de cette directive? Alors, j'appelle souvent ça l'effet bulle, c'est-à-dire que vous avez une entreprise comme Uber qui va employer des personnes qui vont essayer de représenter leurs intérêts auprès des dirigeants européens. Et puis Uber va être membre de Business Europe, va faire partie de Delivery Platforms Europe, va avoir des cabinets d'avocats, des agences de communication, et puis va être membre de think tank. Pour moi, ce qui pose le plus problème, c'est lorsque tous ces agents qui sont payés par Uber et les autres plateformes ont un peu comme un monopole du débat. C'est-à-dire que leur message, qui va passer par différents agents, va devenir le seul message qui va être entendu. Et pour moi, c'est vraiment là où il y a un problème démocratique, c'est-à-dire que ça va créer comme une bulle, si vous voulez, où ça va être ce message-là qui sera le seul message qui sera vraiment entendu au niveau européen. Et donc, ce qu'a fait Madame Chaibi, c'est d'essayer justement de faire venir d'autres voix dans ce débat en amenant des travailleurs dans des réunions organisées par les lobbies, mais juste en essayant en faisant aussi rencontrer des décideurs européens avec les travailleurs concernés par la directive. Et donc, pour moi, une fois que cette bulle, si vous voulez, s'éclate et que d'autres voix font partie du débat, les choses changent. Les choses changent à nouveau parce qu'elles deviennent plus politisées, moins techniques et moins éloignées du quotidien des Européens. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, nécessaire sur la plupart des débats où on a besoin d'entendre d'autres voix que celles qui peuvent être portées par les entreprises à travers différents canaux. Donc clairement, cet effet bulle, on le voit. Après, on voit d'autres sujets, pas seulement sur la directive des travailleurs, mais aussi parfois sur le commerce, sur des sujets par exemple sur les pesticides, où à travers une grosse mobilisation citoyenne, de nombreux travaux d'ONG et autres, on va de plus en plus entendre d'autres voix que celles qui vont être accaparées par les entreprises. Donc je ne dis pas que c'est pas parce que un des plus gros lobbies européens, c'est les producteurs européens de produits chimiques. Un exemple, c'est le glyphosate. On devait, il y a 6 ans, renouveler le glyphosate pendant 15 ans en comitologie sans que ça pose trop de problèmes. On a renouvelé le glyphosate pendant 5 ans, jusque décembre de l'année dernière. Ça a été un gros débat et d'un seul coup, la comitologie est devenue quelque chose de très politique. Alors, sans vouloir juger de la réponse qui a été faite et du vote qui a été fait, moi, ce que j'ai vu, c'est justement une repolitisation des enjeux et d'un seul coup, les ministres de l'agriculture français, hongrois, allemands savaient que lorsqu'ils allaient aller en comitologie et qu'ils allaient aller voter, on regarderait ce qu'ils feraient. Et c'est à nouveau ce que j'essaye de vous dire à travers la transparence et aussi l'application plus forte qui devrait être des parlements nationaux, c'est repolitiser et ouvrir le débat et faire en sorte que les personnels administratifs nationaux et politiques, lorsqu'ils vont au Conseil, savent qu'ils ont des comptes à rendre. Alors, il y a aussi un autre enjeu par rapport au Parlement européen. On a beaucoup parlé
du Qatargate. Bien entendu, on parlait de corruption. J'ai entendu l'audition de Mark Magan qui parlait des doubles et des triples emplois des députés européens, et je pense que c'est important de le noter, puisque c'est quelque chose qui n'est pas du tout mis sur la table aujourd'hui, alors qu'on essaye de réformer l'institution. Donc, oui, donc il y a, comme il l'a indiqué, il y a environ un tiers du Parlement européen qui est composé de députés qui peuvent avoir d'autres activités et rémunérées. Ça a été le cas, par exemple, de Sylvie Goulard. Et lorsqu'elle a été auditionnée au Parlement européen, c'était une des raisons pour laquelle elle n'a pas eu son mandat de commissaire, parce qu'elle était employée par un think tank américain lorsqu'elle était députée européenne. Et donc ça, c'est quelque chose qui est permis au niveau européen et qui pose question, parce que ces doubles et ces triples emplois, ça pourrait être pour, à nouveau, des intermédiaires qui pourraient travailler pour des gouvernements étrangers. Et ça, pardon, il n'y a pas d'équivalent au niveau du Parlement européen du déontologue qu'on a à l'Assemblée nationale? Parce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez le droit de cumuler les activités, mais c'est quand même très encadré, très limité. Et il faut demander une permission aux déontologues pour pouvoir continuer à avoir des activités. Et il me semble effectivement qu'au Parlement européen, on a eu des histoires de gens qui, au nom de cabinets d'avocats, par exemple, pouvaient travailler même parfois avec des puissances étrangères. Vous n'avez pas d'équivalent de déontologue. Vous devez le notifier sur une déclaration d'intérêt qui est en ligne sur votre site. Et s'il y a un problème, vous pouvez le dénoncer au sein même de l'institution. Et ce sont vos collègues et le ou la présidente du Parlement qui décidera si oui ou non ça représente un conflit d'intérêts. Et comme ce sont vos pairs qui vous jugent, ça n'incite pas à ce que justement on améliore les règles. Et comme le moment politique est là d'essayer d'améliorer les règles, je pense que c'est un bon moment de rappeler que c'est pas toujours une bonne pratique de pouvoir permettre les cumuls des emplois. Voilà, un autre pratique aussi qui se fait au niveau du Parlement européen, c'est les intergroupes. Donc c'est des groupes entre députés et entreprises, où les entreprises peuvent même financer ces intergroupes. Et si je voulais, oui, juste finir sur rajouter un petit point aussi par rapport à la directive des travailleurs. Je pense qu'il y a aussi une plus grande question derrière la transparence et le lobbying, c'est la question de l'expertise et la question de quelle est la source d'expertise et est-ce qu'elle est toujours neutre. Et je pense que ce que a cherché à faire Madame Chaibi et ce que cherchent à faire de nombreux députés européens, c'est de mettre sur la table d'autres expertises et d'affirmer aussi que parfois l'expertise n'est pas toujours neutre. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant au Parlement européen, c'est le think tank. Donc il y a un service de recherche interne au Parlement européen qui agglomère les recherches qui sont faites sur un sujet. Donc on va dire, si vous êtes intéressé par exemple au traité de commerce entre l'Union européenne et l'Inde, vous pouvez aller sur ce site et vous pouvez voir les différentes études qui sont faites par différents think tanks, par des ONG et par des entreprises. Et ce qui, je pense, est intéressant, c'est la reconnaissance que l'expertise qu'on peut recevoir des plateformes comme Uber ou des entreprises, elle n'est pas toujours neutre et c'est intéressant d'avoir accès à toute l'expertise afin qu'un député ou une députée puisse se faire sa propre opinion en connaissant les différents intérêts représentés. Et c'est là aussi où c'est ce qu'on a vu aussi avec les Uber Files et c'est ce que M. McGann a parlé et aussi Mme Chaibi de ces études qui peuvent être financées par des entreprises avec certaines données qui sont données aux personnes qui font les études. Là, il y a parfois un manquement, c'est-à-dire que le financement des études n'est pas toujours révélé. Mais en fait, pour moi, derrière ça, il y a toute la question de l'expertise. C'est pas parce qu'une étude est financée par Uber que ça va forcément avoir du poids. Parfois, les études sont pas assez indépendantes, elles sont pas assez de bonne qualité. Mais je pense quand même que ce serait important de se poser la question de ces études. D'abord, que le financement soit transparent, explicité, mais aussi qu'il y ait une volonté des décideurs politiques d'aller chercher différents points d'expertise et d'entendre différentes voix et de reconnaître que les études et l'expertise n'est pas toujours neutre et qu'il faut bien penser aussi à écouter différents intérêts afin de se faire sa propre opinion. Tout à fait. Nous avons d'ailleurs auditionné les économistes qui étaient cités dans les Uber Files et dont on voyait non seulement qu'ils avaient été payés, que la commande était effectuée en amont et que pour l'une d'entre elles, les conclusions de l'étude scientifique figuraient comme engagement dès le début du contrat. Ce qui permet quand même de voir clairement
la valeur discutable et déontologiquement, d'un point de vue éthique, vraiment discutable de ces études-là. Mais elle crée une ambiance. Tout à l'heure, vous preniez l'exemple, enfin le terme de bulle pour montrer tous les outils différents dans lesquels une même plateforme pouvait se glisser pour créer en fait un écosystème idéologiquement, culturellement favorable à ses intérêts. S'ajoute à cela ce recours à des faux experts ou des vrais faux experts, on va dire, en tous les cas, une expertise quelque peu tronquée si qui l'a financée, dans quel contexte elle a été réalisée n'est pas précisé. Cela a vocation finalement à œuvrer à une certaine manipulation. Hein. Et avec aussi le rôle des médias. Et quand on disait tout à l'heure Google, Xavier Niel, on sait aussi que dans cette ambiance-là, on a aussi des intérêts économiques qui sont aussi propriétaires de gros intérêts médiatiques. Et que c'est un ensemble d'écosystèmes qui peut être favorable à un point de vue et poser problème à la démocratie. Donc le champ peut être vite très vaste. Est-ce que vous voyez d'autres... Ah oui, j'avais aussi des questions. Monsieur le Président l'a cité au tout début sur la question des amendements. On est très attaché en France à la liberté du député, de qui il rencontre, avec qui il échange pour garantir la démocratie et sa liberté. Bon. Néanmoins, savoir qui inspire un amendement permet aussi dans le débat public de mieux assumer la conflictualité, qui n'est pas une mauvaise chose quand elle se situe sur le terrain des idées et de la confrontation d'intérêts, et cela améliore le débat démocratique. Or, dans le débat dans les révélations des Uber Files, sur plusieurs textes de loi, on a pu prendre connaissance que des amendements avaient pu être transmis clé en main par Uber à des députés, ou bien clé en main par Uber à des ministres, qui ensuite les transmettaient à des députés. D'abord, quelle appréciation portez-vous sur ces révélations? Cette pratique-là, j'imagine, vous avez dû la voir dans d'autres pays ou à l'échelle de l'Union européenne. Et que pensez-vous des mesures relatives à la traçabilité des amendements et les limites qu'il peut y avoir dans ces propositions? Alors, c'est une pratique assez courante également au niveau du Parlement européen. Pas uniquement des entreprises, mais aussi des ONG. Je pense que pour moi, c'est aux décideurs, à la décideuse politique de choisir ou pas. Enfin, je pense pas que la faute est uniquement aux ONG et aux entreprises, c'est à la personne qui va décider ou pas de le déposer. Mais clairement, je pense qu'il devrait y avoir une obligation d'indiquer d'où provient cet amendement. Oui, je vous rejoins. Moi, par exemple, je suis ravie que des structures associatives, que ce soit la Fondation Abbé Pierre ou Droit au logement ou que sais-je encore, puissent à l'approche d'un débat apporter leur expertise et y compris leurs propositions d'amendement. Et ça ne me pose pas de problème dans l'hémicycle d'ailleurs d'assumer, de dire cet amendement est proposé par telle association. Néanmoins, la traçabilité, comment la contrôler? C'est-à-dire que si on la rendait obligatoire, comment s'effectue un contrôle? Et quelque chose d'obligatoire qui n'est pas contrôlé est problématique, puisqu'on sait qu'il suffit de changer une virgule, un mot, un amendement, et à ce moment-là, on pourrait sortir de la traçabilité. Voilà. Est-ce qu'il y a des pratiques équivalentes dans d'autres pays? Comment? Non, pas que je connaisse, désolée. Est-ce qu'on a des questions? Madame Rouleau, peut-être? Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Oui, j'ai pas réfléchi à exactement la façon dont j'allais formuler ma question, mes remarques. Ce qui m'a intéressé, c'est au départ quand vous avez dit qu'on était obligé de noter certains rendez-vous sur l'agenda, mais que toutefois, cette obligation, si elle n'était pas respectée, n'était pas sanctionnée, alors qu'en France, nous avons des sanctions. Donc, moi, je m'interroge. Le système français, finalement, est peut-être préférable.
En outre, vous avez dit, mais de toute façon, c'est pas grave parce que moi, je peux demander à la commission des documents qu'elle me livre des comptes rendus. Vous avez parlé de comptes rendus de la commission. Et donc, je voulais savoir si ces comptes rendus qu'on obtenait étaient une garantie aussi de ce qui s'était échangé. Voilà. Est-ce qu'on met tout sur un compte rendu? Est-ce que qui c'est qui le met? Est-ce que pour vous, en tout cas de votre point de vue, ça représente une garantie suffisante du contenu des échanges? Et ensuite, j'ai une dernière remarque, parce qu'il m'a semblé entendre, oui, la France, pays de droite et d'extrême droite. Alors, vous allez rassurer la personne qui vous a dit ça, si elle vous a dit ça, parce que premièrement, le parti majoritaire n'est pas à droite, que je sache. Et deuxièmement, il n'y a pas d'extrême droite au Parlement français. Voilà, ça aussi, c'est une rectification que vous pourrez apporter à la personne qui a tenu ces propos. Ça, c'est une remarque. Pardon, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Je parlais de la Suède, qui était un gouvernement de droite, extrême droite, et c'était un échange avec une représentante du gouvernement. Ok. Je voulais quand même le faire remarquer que tout le monde se rassure. En France, il n'y a pas d'extrême droite sur les bancs de l'hémicycle. Alors juste, pour la publication des agendas, donc j'ai pas forcément dit que c'était pas grave si c'était pas publié. Ce qui est difficile, en fait, c'est qu'il y a très peu de recours possibles pour faire demander aux députés de le faire. Et donc, quand ils ne sont pas faits, on peut leur envoyer un mail, on peut aller voir la médiatrice. Mais à nouveau, ça, c'est une question qu'il faudrait plus poser à des décideurs européens, parce que j'ai souvent comme retour un argument légal, comme quoi il est difficile d'avoir du droit pénal européen, qu'il faudrait changer les traités et que ce ne serait pas évident à faire. Après, on observe sur d'autres sujets des avancées par rapport aux compétences européennes qui se font même si les traités ne le permettent pas. Donc, parfois, j'ai aussi envie de dire qu'il y a peut-être un manque de volonté politique d'obtenir un organisme, par exemple, européen indépendant, qui pourrait justement avoir des recours plus forts que la médiatrice ou le médiateur s'il y avait manquement en termes de publication d'agenda. J'ai parlé des agendas, je pense qu'il y a aussi autre chose qui sont les voyages à l'étranger payés par les puissances étrangères. C'est quelque chose que les députés doivent notifier, et lorsqu'ils ne le font pas, il n'y a pas de sanction non plus. Et d'ailleurs, depuis le Qatargate, c'est intéressant de voir le nombre de voyages qui, d'un seul coup, ont été publiés. Et dans des pays autres que le Qatar, bien entendu. Mais ça, à nouveau, c'est quelque chose qui devrait être sanctionnable, parce que voilà, ça pose question par rapport à l'influence que pourraient avoir d'autres pays sur la politique européenne. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faudrait penser aussi pour la France. Alors, lorsque la Commission m'envoie des documents, je pense qu'ils sont véridiques. Je pense que c'est une garantie de ce qui s'est passé au moment où les personnes se sont rencontrées au sein de la Commission. Bien entendu, je ne sais pas ce qui pourrait se passer de façon informelle en dehors de la Commission. Mais je ne pense pas que ce soit mon rôle de le présumer. Donc, je pense que c'est une garantie. Je demande des documents à des directions générales différentes. Donc, la Commission est divisée en directions générales. Il y a des directions générales qui sont très ouvertes à donner énormément de documents. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, notamment la direction générale au marché intérieur, dont le commissaire est M. Breton. Mais il y a d'autres directions générales qui le sont. Il y a aussi un secrétariat général à la Commission qui fournit également beaucoup de documents. Donc c'est sûr que comme toute règle, je pense qu'il y a les règles qui demandent une certaine transparence à la Commission, et puis il y a la volonté politique ou pas, le temps, le personnel qui rend ces documents publics ou pas. Je crois qu'on arrive au terme de l'audition. Vous avez dit vraiment beaucoup de choses que j'ai trouvées très intéressantes. Il y a un certain nombre d'éléments qui, je pense, sont déjà couverts en France par le rôle du déontologue à l'Assemblée nationale. Vous venez de parler des déplacements ou des activités complémentaires que peuvent exercer les parlementaires. Il y a un élément, moi, qui m'a interpellé, enfin parmi d'autres, mais qui n'avait jamais été mentionné dans nos auditions, qui est en effet la question
think tank interne du service de recherche du Parlement européen. Les Américains ont la même chose avec le Congressional Research Service. Et à cet égard, notre Assemblée est cruellement sous-dotée en matière de ressources. Et en effet, c'est important non seulement pour avoir une expertise indépendante ou une diversification de l'expertise dans le cadre de ce que vous mentionniez, mais aussi quand on réfléchit à la relation entre l'exécutif et le législatif, au Parlement de pouvoir mener ses propres travaux indépendants des administrations, de l'État ou de l'exécutif dans un bon équilibre des pouvoirs. Et à cet égard, je pense que ça pourra faire partie des éléments auxquels nous réfléchirons et qui pourrait d'ailleurs s'inscrire aussi dans une réflexion plus profonde sur la réforme des institutions. Je pense que c'est vraiment un élément dont on ne parle pas beaucoup et qui, je pense, est très intéressant. Et enfin, le dernier point, en effet, la volonté par la transparence, la diversification de l'expertise, de repolitiser des débats qui sont extrêmement techniques à Bruxelles et ailleurs, et donc parfois un peu capturés par le juriste ou l'expert ou l'économiste. Je crois que c'est effectivement un objectif particulièrement important qu'on partage tous. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez des documents complémentaires, on aura peut-être des questions de notre côté, mais si vous avez des documents complémentaires à nous faire parvenir, je crois d'ailleurs que la rapporteure a fait référence sur un point tout à l'heure, et on aura peut-être des demandes de plus, mais dans l'intervalle, je vous remercie énormément de votre disponibilité et de ce témoignage. Merci à vous.